Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et je suis accompagnée de Sandrine à ma droite. Bonjour Muriel. Et de Charnel à ma gauche. Pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, je viendrai bien à ta droite. Tu voudrais à ma place? À ta droite. À ta droite? Ah oui, à ma droite, mais pas à ma place. Non. Bon, on est OK, les filles. OK. Ça fait passer un film, ça, OK. OK, c'était quoi, là, les trois, là, qu'on voyage dans le temps, là? Les visiteurs. OK, les visiteurs. Donc, nous allons commencer par l'invité de Sandrine. Oui, alors moi j'aimerais vous présenter quelqu'un avec qui j'ai échangé avant pour préparer cette émission. Et lorsque j'ai préparé cette interview, Christelle, puisqu'il s'agit de Christelle, je vous ai demandé en quoi vous étiez différente. Et vous m'avez répondu, moi, je suis passionnée. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette passion qui vous anime, Christelle ? Oui, bonsoir Sylvie et merci de me recevoir. Sandrine, moi c'est Sandrine. Sandrine, merci de me recevoir sur le plateau de Love Sister. Alors en quoi je suis passionnée? Je dirais que la danse orientale, j'ai eu un véritable coup de foudre lorsque j'ai découvert cette danse à mes 17 ans. Et moi j'allais pour prendre un cours de danse tout court, histoire de faire du sport, histoire d'avoir une activité extrascolaire. Et il se trouve que j'ai vraiment accroché. Lors du premier cours, j'ai découvert que c'était une danse qui était complexe, qui était variée, parce que c'est vrai, j'avais des a priori comme tout le monde. Je me suis dit, bon, la danse orientale, la danse du ventre, et je me suis découvert que je me suis trompée. Et, vous vous êtes trompée ? Oui, je me suis trompée, ça bouge pas que le ventre. Ah, voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit la danse du ventre, mais en fait, c'est réducteur, parce que c'est vraiment tous les muscles qui sont sollicités. Oui, mais parce que avant, on disait la danse du ventre. Aujourd'hui, moi. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de festivals et disons que tout le monde est allé manger au restaurant et a vu une danseuse orientale et on peut voir la richesse de cette danse. Mais alors justement, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduite dans ce type de danse finalement ? Alors ce qui m'a séduite, je dirais que j'étais déjà très féminine et très coquette à l'époque et c'est ce côté où on découvre d'ailleurs, on développe la féminité qui m'a interpellée. Ok, mais il me semble que vous m'avez dit d'ailleurs qu'en termes de féminité, il y avait quelques croyances attachées à cette danse, et notamment une en particulier. Oui, exactement, parce que il faut savoir que l'origine de la danse orientale, déjà c'est une danse ancestrale, et à l'époque, savoir danser la danse orientale, ça voulait dire qu'on avait le don de la fertilité et qu'on pouvait avoir des enfants. Donc les femmes le pratiquaient. C'est une raison, en effet, un motif très important, en effet, pour une femme, pour lui donner envie de pratiquer cette danse si elle souhaitait avoir des enfants, j'imagine. Pas seulement ça, mais j'aimerais savoir si tu peux danser enceinte. Alors oui, tout à fait, on peut danser enceinte. Parce que c'est une danse, je dirais que c'est une danse qui respecte le corps, qui n'est pas trop brutale. Et bien sûr, on va faire un peu plus attention, on ne va pas trop faire des pas sautés, voilà. Mais tout à fait, on peut la danser en étant enceinte. Alors, je crois que vous nous avez dit que c'était une danse ancestrale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette danse? Où est-ce qu'elle est née? Alors, la danse, elle est ancestrale, ça veut dire qu'elle a toujours existé. On a une petite idée que ce serait dans les temples égyptiens. Et la danse orientale a pris un véritable essor et s'est fait connaître auprès du grand public dans les années 1930-1940 avec les cabarets, les films aussi. Voilà, oui. Tout à fait. Les films égyptiens où on pouvait y voir par exemple Samia Gamal, si tout le monde a vu Ali Baba et les 40 voleurs, où Samia Gamal danse magnifiquement bien d'ailleurs. D'accord. Et il me semble que vous m'avez dit également que pour le commun des mortels, la danse orientale, on voit une danseuse, mais on n'a pas tous les codes. Par contre, vous m'avez indiqué qu'il y avait plusieurs styles en réalité et plusieurs types de danse. Voilà, donc en fait, on dit la danse orientale, mais il vaudrait mieux dire les danses orientales parce qu'il existe une multitude de styles.
Je vais citer les principaux. Oui. Le charqui, qui est la danse classique. Le baladi, qui est plus une danse populaire ou avec des mouvements qui sont plus terriens, plus ancrés dans le sol. Puis tous les folklores les plus connus sont le saïdi, la danse avec la canne, et les solos de percussion qui font plus appel à la technique et à la performance. D'accord, mais vous m'avez aussi raconté une histoire que moi j'aime bien les histoires, j'aime beaucoup les histoires un petit peu romancées ou qui font rêver. Et vous m'avez parlé de, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, hein, l'Iskandarani. Oui. Alors, vous pouvez nous raconter un peu? L'Iskandarani, c'est un peu difficile dit comme ça à prononcer. On peut dire aussi la melaya, parce que ça se danse avec un accessoire, c'est une melaya. Et c'est une danse très coquette. En égyptien, on dit dalla. Ça veut dire tout ce qui est la coquetterie. Et y a une histoire, c'est que c'était les femmes qui le dansaient au bord du Nil. Et avec une cape qui est noire et dorée, elles s'amusaient à se dénuder, montrer une épaule pour séduire les marins. C'est ça qui m'a intéressée, évidemment. Alors, vous aurez remarqué d'ailleurs que je me suis habillée en noir et doré. Hein. J'ai pas de cape, mais... Qu'est-ce qui pourquoi ça t'intéresse les marins, les marins, Bah ça m'a fait rêver. C'est bizarre, hein, oui, vous trouvez pas non, mais c'est bizarre, je sais. Un marin, il y a une femme dans chaque Bah oui, je sais bien, mais pour chaque femme de marin, il y a peut-être aussi, je sais pas, un serrurier ou qui l'attend dans le village. Ça, c'est souvent. Hein. Ça, c'est oui, souvent, ça se pourrait bien. Surtout si tu fais une danse orientale qui favorise la fertilité, tu comprends, tout ça est très lié. Est-ce que, Christelle, une danseuse doit maîtriser tous les styles que vous nous avez indiqués, ou bien est-ce qu'en général, on se spécialise dans un type de danse? Alors, c'est pas nécessaire de savoir danser tous les styles. Par contre, une danseuse, elle doit avoir une véritable connaissance et culture. Donc, elle doit connaître impérativement tous les styles. Voilà. Et après, justement, une danseuse, elle peut trouver son style. Par exemple, si elle préfère le charqui, elle va plus se former dans ce style-là. D'accord. Mais au-delà de la beauté de la danse, Christelle m'a appris que, il y avait aussi des vertus pour la santé, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. La danse orientale regroupe énormément de bienfaits. Par exemple, je vais en citer quelques-uns. Donc, ça fait appel à la créativité, ça développe la féminité, bien sûr. Ça sollicite tous les muscles du corps. Ça aide à... La circulation sanguine, vous Voilà, m'avez exactement. dit. Par exemple, lorsqu'on fait les mouvements qui sont les vibrations du bassin, ça va travailler et ça va tonifier le corps et ça va faire travailler la circulation sanguine. Très bien, très bien. Il me semble que vous avez dansé sur de belles scènes et sur des festivals, n'est-ce pas? Voilà. Comme quoi, par exemple? Le festival, j'ai fait le festival Oriental Marathon qui était à la Grande Motte et je fais aussi des festivals en Espagne. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, dans votre actualité, je crois que vous avez 2 types de spectacles que vous produisez. Alors, j'ai 2 types de spectacles. Bon, un spectacle danse orientale qui propose de découvrir un peu tous les styles de danse orientale. Et spectacle Danse du Monde, c'est une grande nouveauté puisque je l'ai ajouté il y a 2 ans parce que c'est vrai que je dansais aussi d'autres styles mais je ne les mettais pas forcément en avant puisque je me suis spécialisée dans la danse orientale. Mais j'ai décidé, j'ai dit allez, on le fait, je sais le faire, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Oui. Donc voilà. Et donc ce spectacle, il propose un véritable voyage à travers différents pays et différentes cultures. On peut retrouver le flamenco, la samba, la danse Bollywood aussi. Voilà. Super. C'est varié, c'est chouette. Oui. Très bien. Et alors, dites-moi, Christelle, si on veut vous programmer, vos coordonnées, ça serait quoi? Oui. Alors mes coordonnées sur mon adresse mail, christelle.domenech domenech@laposte.net. Si vous voulez en voir plus aussi, mon Instagram c'est christelle.dance. Super, merci Super. beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu donnes ton numéro de téléphone ou pas? Je préfère qu'on me contacte par la poste. Voilà, mon adresse. D'accord, merci. Merci.
tech, tech, doom, tech. Tech, tech, doom, tech, doom, tech, tech, doom, tech, doom, tech, tech, doom, tech, doom, tech, tech, doom, tech, tech, doom, tech, tech, doom, 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 solo. Doom, tech. Doom, tech. Doom, tech. Now let's do it faster. I wanna doom, and I wanna tag. I wanna doom, and I wanna tag. Doom and tag, doom and tag again. Doom and tag, doom and tag, doom 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 tag. No, I wanna doom tag, tag, doom tag, 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 doom tag. Donc, nous passons à notre deuxième invité. Et c'est Charnel qui nous la présente. Merci Muriel. Alors aujourd'hui nous sommes sur le thème de la passion, donc on va continuer et je vais vous présenter donc Marie Couchignot qui nous a fait ces 3 belles sculptures. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cette passion pour la sculpture? Oui, alors déjà merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être parmi vous. Plaisir. Voilà, donc moi, dans une vie avant, dans les années 90, j'étais photographe. D'accord. Et j'ai découvert la sculpture lors d'un symposium. Et je suis tombée amoureuse d'une sculpture. Et donc, j'avais une amie qui faisait, elle, déjà de la sculpture. Et je lui demandais toujours, mais combien tu penses que la personne peut la vendre? Je n'osais pas le demander. Et puis, en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, t'as qu'à la faire toi-même. Puis, un jour, j'étais chez elle. Elle m'a dit, tiens, j'ai de la terre. Elle jouait de l'accordéon, elle a arrêté l'accordéon, elle m'a dit, tiens, j'ai de la terre. Et là, en 20 minutes, je me suis étonnée pour la première fois de ma vie que je m'étonnais moi-même, en fait. C'est rare de s'étonner soi-même. On peut être étonné par ses enfants, son conjoint et tout, mais... Et en fait, En fait, c'est comme une naissance. C'est carrément une naissance. D'ailleurs, vous m'avez dit que la première sculpture que vous avez faite, c'était une femme enceinte. Voilà. La première sculpture que j'ai vue, sur laquelle j'ai flashé, c'était une femme enceinte. D'accord. Et moi, quand j'ai pris la terre, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une femme, mais sans avoir vraiment de but précis. Et je me suis dit, je vais suivre ce que me montre la terre. Et en fait, j'ai fait une femme qui donne le sein à un enfant. Donc la symbolique, elle est forte. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais la symbolique, elle est très forte, quoi. Et c'est vraiment, moi, je conseille à tous les gens d'essayer parce que c'est vraiment, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage. C'est en fait, quand vous créez, que ce soit de la peinture ou de la sculpture ou quoi, vous donnez vie à quelque chose qui n'existait pas. D'accord. D'ailleurs, vous utilisez quoi comme matériaux? Alors, j'utilise... déjà, moi, je suis allée donc 5 fois au Burkina Faso. D'accord. Apprendre la technique du bronze à la cire perdue. Donc, la femme enceinte qui est devant. Justement. Voilà. Et j'organise maintenant aussi des stages avec un fondeur burkinabé de temps en temps à Montpellier parce que je donne des cours, en fait. Je donne pas mal de cours. Je partage ma passion...
Voilà, c'est vraiment pour moi un plaisir de faire ça. J'aime beaucoup parce que ça apporte aussi beaucoup aux gens. Et donc ça, c'est une technique, c'est la technique à la cire perdue, qui est vraiment spécifique du Burkina Faso. D'accord. Voilà. Donc, tu as un four. C'est-à-dire que le four, je travaille avec un fondeur burkinabé et c'est système D, hein, c'est l'Afrique. Donc le four, il le construit sur place. Si vous nous invitez, là, on vient, on vous fait un stage en direct. Il construit le four, en fait. Oui, mais toi, chez toi, pour faire tes Ah, chez moi, j'ai sculptures, un four, oui, pour mon argile, oui. t'es obligé d'avoir un four. Oui, un oui, oui, four. oui. Là, tu peux pas me le construire. Non. 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 Moi, je croyais qu'il l'invitait à la maison pour qu'elle construise mon four. Non, c'est un autre four, en fait, mais bon, voilà. Mais c'est intéressant. T'as filmé Voilà. au moins. T'as filmé le processus. Comment est le processus du four là-bas. Ah oui, bien sûr, oui, j'ai Ça, c'est plusieurs, géant, ça. plusieurs vidéos. Même sur mon site, il y a aussi des photos qui montrent, voilà. Et il y a une autre technique aussi que je fais, c'est du raku. Là, vous voyez la femme africaine, là, la Oui. jupe, c'est du raku. Alors là, c'est une technique japonaise, c'est une deuxième cuisson. Et en fait, il y a un choc thermique, c'est ce qui fait les craquelures. D'accord. Et raku, ça veut dire bonheur dans le hasard, parce qu'on peut pas complètement contrôler le résultat. Non. Et déjà, les émaux, à quelques degrés près, ça peut virer de couleur. Et puis, vous pouvez avoir beaucoup de craquelures, pas beaucoup, des petites, des grandes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est pas grave, c'est joli. C'est très joli. Ah oui, C'est très, très beau, le joli. raku. D'ailleurs, vous donnez donc des cours à des adultes, des enfants. Oui. On peut venir, où on peut vous trouver? Alors moi, j'ai donc un atelier qui est, pour ceux qui connaissent, à Montpellier, entre Gambetta et Figueroles. Là, je donne des cours, mais sinon, je donne aussi pas mal de cours depuis 19 ans déjà, dans une maison pour tous, quartier des Beaux-Arts, qui s'appelle Frédéric Chopin. Pour tous, oui. Qui s'appelle Frédéric Chopin. Et là-bas, je donne des cours pour les adultes et pour les enfants. Je fais aussi même un cours petit de 3 ans, vous voyez, avec les parents, ou un adulte, ça peut être avec la mamie. Ou, voilà. Après, j'ai des un peu plus grands. En fait, je crois que le plus jeune doit avoir 3 ans et ma plus vieille élève, elle a 88 ans. Voilà. Si vous avez des Génial. questions à poser, Voilà. vous posez des questions, n'est-ce pas? Moi, j'ai une petite question. J'ai le sentiment que quand on sculpte, il y a un rapport à la matière qui est très sensuel finalement. Ah oui, complètement. Hein. Et ça doit, je sais pas, ça Complètement. doit. Puis au début, des fois, c'est un peu difficile. Ouais. Et puis il y a un moment, vous sentez qu'elle est là. Et vraiment, je sens son cœur qui bat à travers la terre. Wow, Je pose c'est mes fou, mains, non mais ça. c'est fort, c'est vrai. Ah oui, c'est très fort, ça. Ouais. Vous avez des Ouais, questions ouais. à poser? Mais il faut essayer, voilà. Vous sculptez que des êtres humains ou Non, en fait, moi, je travaille un peu à mon envie. Donc, j'ai des périodes où je fais des animaux. Après, je peux faire des humains. Là, récemment, j'ai fait des anges comme ça en raku que j'ai mis dans des cages. Voilà, Dorian, les serpents. ça peut être Vous très, lui sculptez très. un serpent? Ça peut être assez varié, en fait. Voilà. Mais moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'essayer, parce que des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui viennent me voir pour la poterie. Et donc, ça leur fait peur, le modelage. Ils disent « Ah non, c'est trop difficile ». Alors que c'est pas plus difficile. Parce que la poterie, c'est des techniques qu'on doit respecter. En fait, la différence, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence. La différence, c'est que la poterie, c'est tout ce qui est utilitaire, des assiettes, des bols. Et la sculpture, on fait des personnages, des animaux. C'est plus libre. En C'est fait. plus libre. Et les gens ils sont. Enfin, moi, ça fait 19 ans que je donne des cours et les gens sont toujours étonnés de ce qu'ils arrivent à faire. Et d'ailleurs, moi, je fais toujours un cours d'essai gratuit. Et je conseille aux gens qui ont envie d'essayer parce que moi, entre le moment où j'ai eu envie et le moment où j'ai vraiment fait, il s'est peut-être passé 3 ou 4 ans et c'est trop dommage. Voilà. Oui, bah, Mais j'ai fait d'autres choses avant T'as aussi. hein. réussi, alors. J'ai fait d'autres choses avant. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et Oui. dire où vous trouvez ou voir laisser votre numéro de Oui, téléphone pour qu'on alors puisse bon, vous moi joindre? déjà, on peut me suivre, pas mal, je fonctionne pas mal avec Facebook. Je suis comme les Jones. Et donc, je suis à mon nom sur Facebook, Marie Couchignot. Ensuite, si vous oubliez tout ça,
Si vous tapez dans Google sculpture Montpellier, je suis une des premières à apparaître, donc atelier de Marie. Bonne référence. Voilà. Comment ? Bien référencé. Voilà, bien référencé, très bien référencé. Et c'est très important, parce que sinon, c'est pas la peine. Et voilà, quoi. Mais Sur Facebook et on peut découvrir ces fameuses vidéos. On peut trouver le four du Burkina Faso. Oui, sur le site. Hein. Et, et sinon, j'exposerai pour les parcours d'atelier au mois de novembre, le 25 et 26. Où ? Donc, dans mon atelier. Donc, mon atelier, il est 4 rue Bornier. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou Oui, alors mon numéro de téléphone, c'est le 06 62 35 20 79. Et je voulais ajouter aussi que je travaille avec une association qui s'appelle Mystère. Donc, Miss comme une princesse, quoi, comme une Miss, c'est moi. M-I-S. Et oui, M-I-2-S, terre, Mystère, voilà. Très bien. Très beau jeu de mots. Voilà. Très beau jeu de mots. Eh bien, écoute, merci. Merci très à vous. intéressant. Tes sculptures sont très belles. Voilà, faudra venir me voir. Félicitations. Faudra venir me voir parce qu'il y a beaucoup à voir. C'est très varié, la sculpture, ça peut... Oui. Alors, voilà, moi, je vais passer au troisième invité. Cette fois-ci, c'est moi qui le présente. SOS Reptile. Bonsoir. On a déjà eu l'occasion de se voir. Donc, grâce à Edine, hein, qui est partie animaliste de Montpellier, de la mairie de Montpellier. C'est ça. Hein. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu, SOS Reptile, comment ça se passe, comment tu viens en aide aux reptiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une association de protection d'animaux sauvages captifs. On a tout le volet où on s'occupe des reptiles maintenus en captivité et toute une autre partie avec une autre association qui s'appelle Free Life où on s'occupe des animaux sauvages de cirque, donc les lions, les ours et tous ces animaux-là. SOS Reptile, je l'ai fondé, je suis du coup Dorian Blaillac et je suis le fondateur et le président de l'association en 2018, après un diagnostic tout simple de la mode de ces animaux-là, du nombre qui cesse d'augmenter et des personnes qui ont des reptiles chez eux alors qu'on ne le sait pas forcément, mais la question aussi des dégâts que ça peut causer sur notre environnement si certaines espèces viennent à s'adapter. On l'a vu avec les tortues de Floride ou avec certaines écrevisses ou d'autres poissons. L'idée, c'était aussi celle-ci, c'était de pouvoir protéger notre environnement en évitant que certaines espèces puissent se reproduire. Donc l'idée, c'est d'agir vite. Depuis 2018, on a récupéré peut-être plus de 2-3 000 animaux faciles. Au niveau des animaux qu'on récupère, c'est le même concept en fait que les SPA ou toutes les assos de protection animale. Sauf que les gens ont plus de reptiles en quantité que ce qu'ils vont avoir de chiens, de chats. Donc c'est là où se joue la complexité. Au niveau des animaux, on les récupère partout en France. On intervient dans tous les sens. Comment vous envoyez quelqu'un? Il y a quelqu'un, des spécialistes? On se déplace. Donc, vous vous déplacez personnellement? Arrivé sur les périodes de départ en vacances ou l'été, les beaux jours, on sillonne les routes de France pour récupérer des animaux dans les poubelles, chez les pompiers, à la police de la biodiversité, dans certaines communes, municipalités qui ont été trouvées, qui ont été abandonnées. Quelle misère! Et comment dire, donc vous intervenez, mais où vont ces animaux une fois les avoir récupérés? Alors, la complexité, c'est qu'avant qu'on arrive en fait à créer cette structure, il n'y en avait pas forcément. Il existait déjà des structures pour les tortues, mais pas pour la totalité des reptiles. La complexité, elle se joue entre les lois et ce qui existe et ce qui n'existe pas. On était présent au Sénat pour proposer des textes de loi, notamment pour la loi qui a été votée pour le bien-être animal. Oui. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner tout le monde. C'est pas aussi simple que ça de monter un refuge pour les reptiles. Il y a une loi, il y a une législation. Celle-ci, il faut que nous aussi, on la respecte. Tous ces animaux, avant notre existence, la plupart étaient replacés dans des zoos, mais c'est pas l'objectif premier des parcs zoologiques. Sinon, ils étaient euthanasiés.
L'idée là, c'est de pouvoir éviter l'euthanasie massive de ces animaux-là. Une fois que nous, on les récupère, on les soigne, on les traite, ils vont à un Mais vétérinaire. où sont-ils soignés? Alors, techniquement, on devrait s'installer dans pas trop longtemps au zoo du Lunaret. On est en train d'attendre les conventions, la fin de la Donc, convention pour l'instant, collective. ils n'ont pas de domicile. Pour l'instant, c'est chez nous, chez les bénévoles de l'asso, on a des pièces consacrées à ces animaux-là. Il y a combien de bénévoles dans l'association? On est une dizaine de bénévoles en tout. Après, on veut rester pour l'instant à petite échelle. On intervient partout en France, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une association un peu familiale aussi, de ne pas être beaucoup trop grand. Au début, on devait gérer 3 départements, donc l'Hérault, le Gard et la Lozère. Et puis, on a reçu des appels en Belgique, en Suisse, dans les grosses métropoles, à Paris, un peu partout. Et donc, du coup, chaque année, on a des animaux qui arrivent de partout en France et d'ailleurs. Et d'ailleurs, même puisqu'on récupère les animaux aux douanes aussi, qui arrivent illégalement sur le territoire français. D'accord. Mais est-ce qu'il est arrivé un sauvetage, on va dire un sauvetage exceptionnel, hein, où vous ne saviez plus quoi faire? C'est arrivé il y a 3 ans, je crois, où on a été contacté par un particulier pour une couleuvre à la base. C'était dans le centre-ville de Montpellier. Et c'était pas une couleuvre, c'était un cobra royal qui s'était échappé d'un des terrariums et qui, par les aérations, était arrivé dans l'appartement du voisin d'en dessous. Donc c'est là aussi où il peut y avoir, Non, où il y a des risques rire, en tout cas. Ah, je ris pas, mais ça devait être horrible. Ça devait être horrible. C'est sûr que... Et donc le cobra, c'est dangereux. Les cobras, c'est dangereux, oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on l'a récupéré et on a fini par réussir, on l'a replacé quelque part en fait. Mais vous avez je sais pas moi, vous êtes formé à cela ou On est formé du coup au certificat de capacité. En fait, D'accord. ce que très peu de personnes savent, c'est que on a le droit d'avoir des animaux pas dangereux chez soi. Hein. Donc il y a une loi qui régit les animaux qui sont dangereux ou non. Et donc du coup, il y a des animaux qui sont pas sur ces listes-là, qui vont être libres de détention. On le voit en animalerie. Donc on peut acheter certains animaux et d'autres qu'on n'a pas le droit d'avoir si on n'est pas titulaire d'un certificat de capacité. Ou en tout cas, il y a un nombre à pas dépasser avant de devoir demander le certificat de capacité. Donc moi, je me suis formé en parc zoologique et donc du coup, j'ai déposé mon dossier de certificat de capacité. J'ai les autorisations pour En pouvoir espérant fonctionner. qu'il y aura de l'aide. Par contre, il faut quand même préciser aux auditeurs que il est interdit d'emmener un reptile sur un plateau ou sur des scènes comme, excuse-moi, hein, mais comme des danseuses orientales dansent souvent avec des boas. Tu le sais, hein? Oui, oui. Tu le sais. Et donc, il est interdit à l'heure d'aujourd'hui de le faire. Alors, ça, c'est en tout cas dans la nouvelle loi qui a été votée pour le bien-être animal. Mais il y a au-delà de ça, les reptiles, en tout cas, on voit beaucoup de choses. Hein. Il y avait le Moulin Rouge à Paris qui faisait des spectacles avec ces animaux-là. Nous, avec l'association, on s'occupe beaucoup de ces animaux qui sont complètement oubliés de la maltraitance animale. En fait, finalement, mettre un coup de pelle à un serpent, ça paraît totalement normal, il n'y a pas de problème. Si on venait à mettre un coup de pelle à un chien, peut-être que ça fait beaucoup plus réagir, du coup c'est beaucoup moins mignon. Mais c'est des animaux qui vont stresser énormément. Et donc le bruit, de les bouger dans tous les sens, c'est des animaux qui sont fragiles si on ne les tient pas ou qu'on ne les maintient pas correctement. C'est pour ça qu'ils viennent accompagnés d'un maître. C'est pour ça, alors oui, mais c'est surtout pour ça qu'il faut... au-delà de la danse, il y a quand même le risque. Il y a 2 risques quand on fait ça avec des boa constrictors. Je ne sais plus, on en parlait tout à l'heure en loge, il me semble. Où le risque étant le premier, c'est que l'animal, il va chercher à s'accrocher. Il va chercher à se tenir pour ne pas tomber. Donc si on met un serpent qui est un peu plus gros que soi autour de son cou, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est pas celui de vous manger ou d'essayer de vous tuer, c'est d'essayer de ne pas tomber par terre. Et donc par réflexe, il va serrer. Et c'est là où la plupart du temps, il y a des accidents. C'est ce qui m'est arrivé, donc j'ignorais. C'est d'ailleurs toi qui me l'as appris. Et je demande à genoux pardon, d'ailleurs. Je demande à genoux pardon. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Hein. Et donc, quand la danseuse a dansé avec son serpent, elle me l'a mis autour de moi. Et je l'ai senti vraiment serrer mon corps. Et donc, quand tu m'as expliqué, j'ai compris. Et donc, aujourd'hui, je demande 1000 fois pardon. Pourquoi parce que le je ne serpent savais, a été parce, tué? Il n'a pas été tué. Ah. Non, non, il avait un maître qui surveillait. Ils ont un maître qui surveillait. Elle dansait avec le serpent.
mais le serpent avait l'habitude de serrer le corps pour se tenir, comme Dorian me dit. Tu vois? Donc, Dorian, donc je pense que vous avez besoin d'aide, beaucoup d'aide. On a toujours besoin d'aide. Peut-être même, voire même, peut-être un peu plus, parce que 10 personnes pour la France entière, et voir les pays que tu me nommes, c'est énorme. Donc, je voudrais que tu regardes la caméra et qu'on demande, on demande de l'aide et peut-être voir 2-3 mains supplémentaires pour vous aider, non? Alors, du coup, pour nous aider, la première chose qu'il faut, c'est du monde qui nous suive. Donc, vous pouvez soutenir et maintenir, en tout cas, nous aider à avancer dans nos actions en nous suivant sur tous nos réseaux sociaux. Le nom n'est pas compliqué, on n'avait pas beaucoup d'inspiration, mais c'est SOS Reptile. Et du coup, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Montpellier, Twitter, TikTok, Montpellier. C'est SOS Reptile Montpellier. C'est SOS Reptile tout court. Tout court. On était Montpellier avant, mais comme on gère toute la France. J'aimerais poser une question. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous en faites de ces animaux du coup? Alors, pour tous les animaux qui sont en vente libre de détention et qui sont libres de détention, nous on les soigne et on les replace comme la SPA, sous contrat d'adoption, avec un suivi derrière. Pour tous les animaux issus du trafic et des animaux qui sont soumis ou annexés, c'est des animaux qui finiront leur vie avec nous et donc du coup qu'on ne replacera pas. C'est des animaux qu'on va aussi se servir sur nos temps de formation. On forme les pompiers, la police, on forme les agents de la police française de la biodiversité par moment. Ou on passe aussi dans les écoles, les ALSH, pour sensibiliser le public à respecter ces animaux aussi. Donc vous avez un lieu adapté alors? On a un lieu adapté, on a des installations adaptées, parce qu'il faut des installations, il faut des tapis chauffants, des lampes chauffantes, des terrariums plus ou moins grands. Des varans font de grosses tailles, certains serpents sont beaucoup plus petits, mais en tout cas, il faut des terrariums de toute taille pour pouvoir maintenir correctement ces animaux. Donc, comment on fait pour t'aider un peu? Parce que s'il y a peut-être des donateurs qui vont t'entendre et t'écouter. Des donations, donc, si tu peux regarder la caméra et dire... Alors, du coup, comme en ce moment, notre site internet est en train d'être tout refait et tout restructuré, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez nous envoyer un message sur toutes les plateformes dont j'ai cité tout à l'heure, ou nous envoyer un mail à sosreptile@outlook.fr et à partir de là, on communiquera directement pour, si vous voulez faire des dons ou des dons matériels ou de l'aide. Voilà. Bravo, Toute aide est nécessaire. Tout le Merci temps. Merci Dorian, et vraiment ce fut un plaisir et très intéressant, vous ne trouvez pas? Bravo, franchement. Écouté, Oui. Chapeau, bravo. bravo. Merci. Bravo. Bravo, ouais. Je regarde, je regarde Christian parce que ça va être aussi intéressant tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons passer à la rubrique Love Sister, la chronique animale. Alors, je suis de retour avec Edine. Bonjour. Et le sujet va être aujourd'hui... Les animaux de ferme. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors on a parlé précédemment des animaux domestiques, des animaux sauvages, donc il fallait bien parler des animaux de ferme. Voilà, parce qu'ils existent aussi. L'élevage intensif. Et notamment l'élevage intensif. Alors effectivement, il y a soit de l'élevage intensif, soit ça peut être extensif, donc qui est avec moins de douleur, effectivement, mais l'intensif. Alors il faut savoir qu'en France, on a tous les ans à peu près 1,2 milliard d'animaux qui sont élevés et tués, rien qu'en France. Hein. Donc c'est énorme, et dont une grande proportion dans l'intensif. Alors voilà, moi je voulais quand même relater un petit peu ce que vivent ces animaux. Il faut savoir que les poules, par exemple, elles vivent dans l'espace d'une feuille A4. Vous voyez, l'espace d'une feuille A4, ben, elles vivent toute leur vie là-dedans. Donc en fait, elles en deviennent folles. Après, on a des lapins, par exemple, qui sont dans des cages. Ils ne peuvent pas sauter. Et en fait, c'est comme si nous, alors que c'est leur nature de sauter au lapin, c'est comme si nous, on nous forçait toute notre vie à rester couchés, tu vois. Et après, on a les cochons aussi qui, par exemple, qui vivent sur des caillebotis. Les truies, en fait, elles ont une cage, enfin une grille sur elles pour qu'elles puissent donner la tétée à leurs petits. Et en fait, elles peuvent même pas se retourner. Donc elles sont permanentes comme ça. Trop grave. Et des fois, elles en arrivent même à écraser leurs petits parce qu'elles ne peuvent pas se retourner. Enfin, c'est une horreur. Et en fait, ils deviennent fous, ces animaux. Et plutôt que de leur donner plus d'espace, ben, comme ça coûte de l'argent,
on va, les personnes qui font ça, soit leur couper le bec pour pas qu'elles se picorent, soit leur couper la queue pour pas que les cochons se grignotent la queue, soit leur couper les cornes, leur meuler les dents. Enfin, voilà, t'as des choses comme ça, des horreurs. Et en fait, heureusement, il y a des associations qui existent qui récupèrent ces animaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux qui sont soit abandonnés, qu'on retrouve, nous, par exemple, même à Montpellier, on récupère des animaux de ferme qu'on doit placer, soit les éleveurs ne s'en occupent plus, enfin, il y a différentes situations, et il y a des associations qui existent, ce sont des refuges, qui font un travail formidable. Moi, j'ai découvert en plaçant justement des cochons. Alors, c'est une personne qui a acheté un grand terrain, elle va faire du maraîchage, et en attendant, elle va faire son association, mais en attendant, elle commence déjà à récupérer des animaux. Et c'est vraiment une belle âme. Il faudrait que je te la présente aussi. C'est vraiment une belle âme. Elle s'appelle Marie Meunier. Et donc, elles ont besoin aussi d'aide financière, parce qu'en fait, il faut payer la nourriture, il faut payer les frais vétérinaires, il faut payer plein de choses, en fait. Et donc, elles ont besoin d'aide aussi. Donc... heureusement qu'il y a ces associations-là. Alors après, à titre individuel, on a la possibilité, on avait fait un précédent épisode, hein, soit de diminuer sa consommation de produits d'origine animale, soit de l'arrêter. C'est au choix, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est vrai que l'élevage intensif et l'élevage, ça génère de toute façon des souffrances. Et même si nous, on ne tue pas l'animal, quand on achète une barquette, on donne quand même de l'argent qui va contribuer à ça. Voilà. Exactement, et on a vu plusieurs émissions comme ça, où vraiment ça fait mal au cœur et que c'est inhumain. Donc l'humain ne peut pas dire qu'il est humain. Ouais, tout à fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres associations qui militent, comme L214, qui pour montrer des images, en fait, parce qu'il y a même des personnes, il ne faut pas croire, hein, les personnes qui travaillent dans ce secteur-là aussi, elles en souffrent elles-mêmes. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup d'éleveurs qui se suicident. C'est un sujet dur, hein, parce que déjà financièrement, ça ne tient plus la route. En fait, ça ne tient que par les subventions. Et après, même humainement, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont arrêté aussi cette activité-là, parce qu'ils s'attachent à leurs animaux. Et c'est vrai que quand tu as le camion qui vient chercher les animaux auxquels tu t'es attaché, tu te dis ça va partir en abattoir, et l'abattoir c'est de l'intensif, même si la personne elle-même ne fait pas de l'intensif, l'abattoir c'est de l'intensif, hein, c'est la cadence à respecter. On voit des horreurs, justement, que L214 arrive à récupérer de temps en temps et diffuse sur les réseaux, et donc j'invite les personnes à aller regarder. Moi, c'est des images, je me suis forcé à regarder ça. Je vous l'avoue, hein, j'ai fini en pleurs quand je regardais ces images, mais je me suis forcé parce que je me suis dit, si tu le fais pas, en fait, tu te rends pas compte, et tant que tu as ta consommation, tu consommes ça, voilà, au moins aie le courage de regarder jusqu'au bout. Et en regardant ça, c'est ça aussi qui m'a fait changer, moi, ma propre consommation, et voilà, et qui me donne aussi de l'énergie de voir toutes ces souffrances animales pour militer, pour continuer à défendre les animaux, parce qu'ils en ont besoin. Ils n'ont pas de voix, et malheureusement, l'enfer existe sur Terre pour les animaux. C'est l'enfer sur Terre. Ouais. C'est l'enfer sur Terre. Alors bien que on voit quand même que ça évolue, hein. On n'est plus à l'époque de l'animal. Tu sais, à l'époque de Descartes, il considérait l'animal machine. Il pensait que l'animal, en fait, c'était comme une machine. Que quand il couinait, en fait, c'est comme quand tu appuies sur un bouton. C'est un peu ça l'idéologie, hein, de l'époque. Donc ça a quand même évolué. Aujourd'hui, on a des législations qui ont reconnu la sentience de l'animal, que ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Et ça, heureusement, ça évolue, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc, et voilà, il faut que chacun à son niveau essaye de faire sa part pour aider les animaux. C'est important. Il y a beaucoup à faire, et vraiment, je ne félicite pas l'élevage intensif et toute cette cruauté tolérée, et donner cette nourriture à des gens qui mangent de la viande, c'est comme ça qu'on dit, hein, de la viande. Les omnivores. Ouais. De toute façon, l'animal a déjà beaucoup souffert, et comme on en parlait tout à l'heure, on mange aussi l'adrénaline de la souffrance de l'animal. Ne croyez pas que c'est anodin. Exact, c'est d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport, une méta-étude,
qui disait que, aussi il faut le savoir, hein, la consommation de viande rouge, ils appellent, mais c'est le terme anglo-saxon qui est plus large, qui inclut plus de viande qu'en français, et cancérigène aussi. Voilà, exactement, bah oui. C'est l'OMS qui l'a dit, c'est pas une association végétarienne. Voilà, c'est pas une association végétarienne. Donc chacun pense ce qu'il veut, mais nous, voilà, nous avons nos propres opinions et nous les assumons. Edine et moi, on vous dit bye bye. À très bientôt. Alors, c'était tellement intéressant qu'on a eu du mal à se passer de Dorian, mais on va retrouver une personne aussi intéressante, hein, qui s'appelle Christian. Je vais te donner son prénom parce que il est fort sympathique. Quand il nous regarde, on fond carrément. Et donc, je crois que c'est toi, Sandrine. C'est moi qui ai eu la joie de préparer l'interview avec Christian. Et alors, figure-toi, Muriel, que quand j'ai échangé avec lui, je me suis dit, Christian, il est particulier. C'est un amoureux engagé. Donc, il a les deux aspects. Engagé, c'est bien, mais ça dépend dans quel amour. Mais justement, c'est tout l'objet de cette interview. Est-ce que d'abord, Christian, vous êtes d'accord avec ces deux qualificatifs d'amoureux engagé ? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Vous êtes amoureux Sandrine. de quoi? Alors moi, je suis amoureux d'abord de ma chérie préférée. Oui, bien sûr. C'est déjà un bon début. Hein. Elle est complice avec toi déjà. Pardon ? Elle est complice avec toi. Oui, tout à fait. On forme un beau couple. Voilà. Ouais. Et donc, sinon, je suis aussi très amoureux de la nature en général et puis des animaux en particulier, mais aussi des végétaux. Enfin, tout ce qui fait notre bel environnement actuel. Même s'il est soumis à quelques petits soucis. Et oui, et justement, ça me donne la passerelle pour vous poser la question suivante, parce que ça, c'est le côté, en effet, amoureux. Mais vous ne vous contentez pas d'être un amoureux contemplatif. Vous êtes un amoureux actif et engagé. Et dans quoi ? Oui, alors, j'ai eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle l'ASPAS, Association de protection des animaux sauvages. D'accord. Qui est en fait une ONG française. ONG totalement indépendante, donc, puisqu'on est complètement autonome par rapport à tout financement, que ce soit de l'État, des régions ou des départements. On s'interdit dans nos statuts propres de recevoir aucun argent public pour être totalement indépendant, libre d'expression et de choix. Et donc, ça, j'ai pas compris. Interdit de recevoir de l'argent public. On s'interdit nous-mêmes de recevoir de subventions publiques. On en a besoin. Non. Il peut y avoir des dons. Nous, on a du mécénat, c'est ça ? Non, en fait, on reçoit que des dons. On s'autorise à recevoir que des dons de particuliers. D'accord, que des particuliers, ok. Par exemple, moi je dis franchement, Sandrine, Muriel. Je le refuserai pas pour la bonne raison, c'est que il y a un don par rapport à ce qu'on nous vole. Moi je refuserai pas. Hein. D'accord, mais c'est un choix, c'est un choix qui permet d'être complètement indépendant. Voilà. Bien sûr. Et ça fait donc 40 ans que l'ASPAS est né en France. Et vous êtes délégué pour l'Hérault. Alors moi, oui, j'ai l'honneur d'être le modeste délégué départemental pour l'Hérault. Donc, voilà, on est structuré en quelques délégations au niveau français, donc à peu près 35-38 aujourd'hui, avec le siège qui se trouve à Cré, dans la Drôme, juste sous le Vercors, un superbe endroit encore, et qui nous aide, nous les délégués sur le terrain, à agir et à mettre en musique un petit peu les préconisations et les axes d'action décidés au niveau national. Alors justement, j'ai cru comprendre que vous aviez un attachement particulier pour les loups. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est pas totalement faux, c'est même complètement vrai. D'accord. Oui, j'adore les loups. Enfin, en fait, j'adore beaucoup à peu près tous les animaux, mais j'ai vraiment un attachement assez particulier pour le loup. Et alors pourquoi ? Parce que je trouve d'abord qu'il est très très beau. C'est un animal qui est extrêmement majestueux. Beau. Hier, il y avait encore un super doc sur la France 5 et où on voyait des loups dans des actions de chasse d'abord. Puis en famille, qui élevaient leurs jeunes, qui étaient dans le couple, avec les relations qui se formaient entre le mâle et la femelle. C'est un animal social, très social. C'est un animal social, et alors autant nous, Homo sapiens, on est très très proche au niveau chimique, au niveau de l'ADN, nous sommes très très proches des grands primates. Oui. Même vous, Sandrine et Muriel. Bon, vous allez dire surtout moi, d'accord ? Oui, okay. Non mais on est bien d'accord. Moi, 98%. 98% de patrimoine génétique en commun. On est très très proche des grands singes, et oui. Dont on descend, mais au niveau... On peut les respecter un peu plus.
Mais au niveau, au niveau comportement, donc au niveau éthologie, on est en fait l'animal qui se rapproche le plus de l'humain, c'est vraiment le loup. Puisqu'on a plusieurs... Sauf une chose, Oui. le loup est vraiment fidèle Ah, alors, avec la femelle. oui, je sais pas. Tu veux dire que c'est une différence avec les humains? Oui. Non, mais je sais pas, parlez pour vous. Moi, je ne me reconnais pas dans ce... Mais alors, Cela mis à part, oui, peut-être, oui. Mais c'est vrai que les loups sont très fidèles dans le couple. Ouais. Dans le couple. mais alors les loups, c'est une passion pour vous et pour beaucoup d'autres gens, bien sûr, mais c'est quand même un sujet assez clivant. On est d'accord. Il y a autant de gens qui sont des critiques et des anti-loups que de gens qui sont passionnés par les loups. Comment ça se passe, ces relations-là? Comment on en est où? Alors, comment ça se passe à l'espace? C'est facile à enchaîner. Non, alors, je ne pense pas qu'il y ait autant que qu'il y ait du 50-50 dans les anti-loups et dans les Il y a plus amoureux d'anti. de loups. Non, il y en a beaucoup moins. Ah, C'est que la bonne plupart nouvelle. des sondages, et d'une année sur l'autre, montrent que la très très grande majorité des Français, donc l'un des derniers sondages, c'était il y a 2 ans, je crois, 80% des Français s'opposent complètement au tir de loup, et à peu près autant sont pour la cohabitation, c'est-à-dire la cohabitation entre l'humain et Canis lupus, donc le loup. Oui. Donc, oui. Et du coup, comment est-ce qu'on peut réconcilier des intérêts qui pourraient paraître divergents? Parce que, autant le dire, ceux qui n'aiment pas la présence des loups ou qui sont anti-loups, justement, c'est probablement parce qu'ils voient chez le loup un prédateur ou une menace pour leurs intérêts, pour leurs troupeaux, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que la présence du loup dans certains endroits, à certains moments, pose des problèmes, essentiellement aux éleveurs au vin de brebis. Ce dont on se rend compte, et c'est la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de ces personnes, donc d'éleveurs de brebis, et ça commence très bien dans les Alpes, dans tout l'arc alpin, qui a vu en fait revenir le loup relativement tôt, puisqu'il est revenu d'Italie, là où il était encore présent, dans les années 90. Et donc, dans tout cet arc alpin, dans tous les départements des Alpes, donc, il y a beaucoup maintenant, de plus en plus, d'éleveurs qui sont cohabitants, c'est-à-dire qui élèvent leurs brebis et qui ont mis en place les trois mesures préconisées par l'État et financées par l'État, donc par les contribuables, pour protéger leurs troupeaux. Et ça marche très bien. De quelle façon? Mais en fait, le triptyque de la protection, c'est on met des clôtures pour protéger les brebis pendant la nuit, on met des chiens de protection de style Patou, berger d'Anatolie, des gros toutous, hein. Et puis on met un humain sur place, sur le terrain. Quand les loups attaquent, c'est parce qu'ils ont faim. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, Pourquoi on ne leur donne pas à manger? Ils leur donnent pas à manger. C'est-à-dire alors que quand vous êtes éleveur et que vous faites un travail qui normalement l'État est d'accord de payer une clôture ou autre, elle peut être d'accord de payer de la nourriture. Alors ça, c'est je vous propose d'en parler aux éleveurs. Non, donc, mais les éleveurs, c'est pas à eux de tout payer non plus. Donc je dis que c'est l'État qui doit payer. C'est elle qui intègre le loup et qui veut que le loup soit intégré, qu'il fasse un effort encore supplémentaire de la nourriture. L'État fait beaucoup d'efforts. Donc ce que je vous disais, c'est que il y a des, alors je sais plus, j'ai plus le chiffre, mais ça se chiffre en millions d'euros chaque année qui sont donnés pour la protection des éleveurs dans le cadre de la protection du loup, puisqu'il faut savoir que le loup est une espèce en grande difficulté dans toute l'Europe. Il est classé sur la liste rouge de l'UICN, qui classe les espèces en grosse difficulté. Et donc, voilà, donc les éleveurs sont aidés financièrement, entre autres, en plus des aides qu'ils peuvent avoir s'il y a des attaques. Et donc, on leur indemnise leur est-ce que tu as un endroit, si le loup est en difficulté vitale, est-ce que tu as un endroit pour les protéger ? Alors non, parce que justement, ça fait partie de la loi française. Un animal sauvage, il doit pas être attrapé. Donc il est... S'il est mourant. Ah, s'il est mourant ?
Alors ça, s'il est mourant, c'est un sujet très compliqué, puisque normalement, un animal mourant, il fait partie de la nature, il doit mourir. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de la faune sauvage. Est-ce qu'on peut Moi, dire... je saurais. Hein. Est-ce qu'on peut dire, Christian, que malgré tout, donc, les mentalités sont en train d'évoluer vers cette cohabitation dont vous nous parlez? Oui, c'est un peu la bonne nouvelle, ce dont on se rend compte à l'espace, et puis on est en lien avec pas mal d'éleveurs, beaucoup de jeunes, qui considèrent, il y a aussi pas mal d'éleveurs qui ne sont pas forcément des perdants de l'année. On peut voir d'ailleurs, j'encourage à regarder, à visionner des vidéos sur YouTube où on voit pas mal d'expériences comme ça, très, très intéressantes, où les éleveurs disent, ici c'est chez moi, j'ai mis ma clôture, j'ai mes brebis, de l'autre côté, là, c'est la zone du loup, tant qu'il ne vient pas chez moi, ça se passe très bien, il ne me gêne pas, il reste là, ça va, il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle. Donc il y a de plus en plus d'éleveurs comme ça. Alors ce que je disais, c'est que ça se passe de mieux en mieux dans l'arc alpin. C'est là où il y a le plus de loups et là où ils sont arrivés depuis le plus longtemps. Dans l'Hérault et en Occitanie et dans le reste de la France, c'est un peu plus lent à se mettre en route, mais on sent quand même qu'il y a une bonne évolution. Donc on est assez optimiste pour la cohabitation entre ces deux mondes. Je crois qu'il y a une dernière petite chose dont vous aimeriez parler. Caméra. Deux petites choses. Vous me parliez des renards, parce que c'est un autre chantier aussi, la protection du renard, qui est malheureusement considéré comme nuisible. Oui, alors le renard, c'est encore le cousin du loup, même si ça n'a pas grand-chose à voir, puisque le loup, il fait en gros... ce que j'avais oublié de dire, c'est que le loup, c'est aussi non pas le cousin, mais le grand-père, voire l'arrière-grand-père de tous nos chiens. Hein. Donc c'est la même espèce. Exact. C'est exactement la même espèce. Ils peuvent se reproduire entre eux, se mixer, bon pas. Alors le renard, oui, c'est encore autre chose. C'est un petit machin qui n'est pas du tout dangereux. Faut surtout pas avoir peur des renards. C'est un petit truc qui fait à peu près 5-6 kilos. Hein. Donc, voilà. C'est petit. On en parlera, si tu veux, on te réinvitera sur le renard. Pour en parler. On peut te réinviter pour parler à nouveau du renard. Oui, bien sûr. Ça ne te dérange pas de venir chez nous? Non, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut, donc en regardant la caméra, où est-ce qu'on peut faire appel donc, à l'association Alors, c'est facile. On a un site web qui est très bien fait. On peut nous suivre aussi sur le web. C'est aspas-nature.org. Donc, on a une page Facebook aussi, et puis un compte Twitter. Enfin, bref. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour que les gens, puisque c'est les gens qui doivent donner un peu d'argent, un numéro de téléphone où on peut te joindre? On peut tout mettre en ligne. Le site est vraiment très bien fait. On peut tout faire en ligne. On peut mettre des dons. On peut se protéger nos terrains contre. On peut vous appeler aussi en ligne. On peut nous appeler en ligne aussi. On peut même faire des legs, des donations. Déshériter ses enfants, si vous voulez. Alors, on peut tout faire. Non, je ne crois pas en France qu'on peut déshériter son enfant. Non, on peut faire des dons. Pas encore. Merci, Christian. Ce fut un plaisir, Christian. Un plaisir, mais on n'a pas fini la discussion, donc on terminera. Okay. Sandrine devra se charger de reprendre, si elle veut. Sinon, c'est moi qui te prendrai, mais enfin, je préfère ça à Sandrine. Elle a commencé avec toi, elle finira avec toi. Et on parlera du renard. On parlera du renard et autres choses encore. On reparlera encore à nouveau des loups. Charnel, ma chérie. Oui, là, ma pauvre fille. Qui as-tu invité? Alors, moi, j'ai invité, donc, comme deuxième invité, Pédoya Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pédoya est une artiste peintre qui peint, on va dire, des tableaux qui a une particularité. C'est-à-dire que ces tableaux changent en fonction de la lumière. Est-ce que tu peux te présenter, Anaïs, et nous dire d'où vient cette inspiration? Oui, bien sûr que je peux me présenter. Oui. Oui, j'ai déposé 2 tableaux pour cette interview. Je cherchais un peu mes mots. Je suis pas très à l'aise à l'oral, mais je vais faire comme je peux. Du coup, oui, j'ai travaillé... Approche ton micro, par contre. Vous m'entendez mieux comme ça? Du coup, je travaille l'acrylique. Et en fait, je libère mes émotions à travers mes toiles. Donc, je peux pas les reproduire. C'est des œuvres qui sont uniques.
Je travaille la texture avec de la peinture liquide ou en spray, enfin qu'importe, de l'acrylique. Et oui, j'aime énormément voir les reflets de la lumière qui se dépose sur l'acrylique. En tournant, en bougeant, du matin au soir, tout change en fait. Tu fais que ça? Non, je fais aussi du graphisme, je fais du collage, des photomontages, de la photographie en noir et blanc. Et je viens de débuter le graphisme et l'acrylique. Et les photomontages, collages, c'est pas encore assez développé pour montrer. C'est encore au stade d'essai. Donc des arts visuels. Oui, art visuel et graphisme aussi pour les entreprises, donc tout ce qui est identité visuelle, logo, affiche, print, carte de visite, voilà. C'est varié. Ça dépend après de la cible aussi. On peut faire des nouveautés, on peut faire du changement, quoi. Alors Anaïs, moi ce qui m'a le plus touchée dans tes toiles, c'est qu'on a vraiment l'impression que la peinture, en tout cas que l'émotion en ressort. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est cette particularité qui t'est propre? Oui, effectivement, la peinture ressort de mes toiles. En fait, je fais en sorte de créer la texture. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on peut toucher et ressentir les émotions qui ont été mises dedans au niveau de la texture du toucher. Et je ne peux pas l'expliquer, en fait, c'est assez intuitif, hein. Je prends ma toile, mes pinceaux, mes couleurs et je monte ma toile petit à petit au fil des heures qui passent. Ça t'est venu comment, cette envie-là, avec cette matière-là? Avec cette matière-là, alors j'étais en BTS. C'est tout est tout jeune, hein. Ça vient d'être créé en ce moment. Et on devait faire un projet de synthèse, projet de fin d'année, un gros projet de communication. Et c'était sur la musique, le jazz. Et j'ai toujours eu, cette idée de faire la texture. Le jazz, quand même assez mouvementé. Ça bouge beaucoup. Et j'avais envie de créer un logo avec une texture comme ça. Juste comme ça. Et du coup, j'ai commencé. Et après, j'ai développé la première toile que j'ai peinte, c'était à Paris. Voilà. Première toile, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un site web? Est-ce que tu postes sur les réseaux, Instagram? Oui. Je poste tous les jours sur Instagram, en story, en publication, tout, en reel, tout le temps. Et combien de peintures tu peux faire comme ça Je peux en faire par jour. Oui, par jour. Par jour, je pourrais en faire 2 à 3 ou 4, ça dépend. En fait, j'ai pas de limite quand je peins. Mais tu peux en faire 0, quoi, aussi. Oui, aussi. Voilà. Je peux. Non, il n'y a pas de limite. Je peux y passer entre 2 heures à 5 heures sur une toile. Après, c'est des étapes qui. Comment dire? Je dois attendre que ça sèche et après, je dois continuer. J'ai juste des temps de pause, forcément, qui sont imposés par la peinture parce qu'il y a une grande quantité. Ça prend plusieurs jours, des fois, à sécher. Et avec les fortes températures qu'on a, les fortes chaleurs, c'est plus long. Oui, donc, voilà, comme tu disais... entre-temps, je fais autre chose, je fais d'autres... voilà. Oui, voilà, comme tu disais, ta peinture, c'est surtout en fonction de l'émotion, on va dire, l'émotion de ta journée, de ce que tu ressens. Ouais. Et est-ce que tu peux regarder la caméra et dire comment on peut te joindre? Vous pouvez me joindre sur mon compte Instagram, donc c'est Velvet of Art. Et sur ce compte, il y a un lien qui regroupe tous mes réseaux, toutes les plateformes où je vends mes œuvres. Donc vous avez Art Confidential, Art Actif, Balthazar. Et aussi, vous pouvez me contacter via ce lien-là pour des projets de communication. Donc, il y a mon adresse mail qui est velvet.off.art@gmail.com. Vous avez mon LinkedIn et mon Behance aussi, qui est spécialisé pour le graphisme. D'accord. Ouais. On vous remercie tous d'avoir été si gentils avec nous. Et ce fut très enrichissant, aussi bien les uns que les autres. Et toutes les... Oui. N'est-ce pas? Oui. On vous dit au revoir. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Love Sister.